Eh bien, ça y est, les amis, tel le Père Noël, je me vêtis de rouge pour cette dernière FAQ avant le réveillon, celui qu'on attend toutes et tous avec impatience. J'espère en tout cas que vous avez vu vos petites listes de cadeaux et que le Père Noël vous gâtera. Mais en attendant, c'est à mon tour de vous gâter puisque vous le savez, chaque dimanche, je réponds à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram, sur le compte Roadsters TV. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour et peut-être que vous aussi, vous aurez votre question sur la FAQ. Je prends toujours celles qui sont les plus demandées, les plus pertinentes, ou qui juste m'intéressent, puisque c'est aussi ma vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelques sujets extrêmement intéressants pour conclure comme ça, doucement mais gentiment, cette année 2025. On en aura quand même encore une dernière pour bien conclure cet exercice, on va dire, fiscal et calendaire. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans les questions, je voudrais qu'on fasse un petit tour sur l'actualité du monde de la moto et en plus de ça, sur l'actualité de la chaîne. Et donc, nous avons eu quelques petites vidéos intéressantes que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, comme notamment la présentation du casque Cardo Beyond. Alors, si vous ne savez pas, Cardo, c'est à la base un constructeur d'intercom, extrêmement connu d'ailleurs pour des produits ultra haut de gamme. Et du coup, eh bien, il se lance directement dans les casques de moto, tout simplement. Ils se sont lancés dans l'industrie du casque moto avec un produit qui m'a purement et simplement bluffé à l'ECMA 2025, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous ai aussi fait une petite rétrospective sur la Norton Manx Air, cette résurrection du constructeur britannique avec des machines qui ont l'air absolument folle, le V4, 1200 cc, 206 chevaux et 130 Nm de couple. Je vous dis que ça, allez regarder. Et puis vous avez le droit à un petit essai replay. Pourquoi un essai replay? Vous savez, on arrive à la période de Noël. Et à Noël, on regarde toujours un petit peu des vieux films. Maman, j'ai raté l'avion, Chérie, j'ai rétréci les gosses, les 12 travaux d'Astérix, des petits Star Wars en veux-tu en voilà. Et bien voilà, vous le savez, les essais replay, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces premières vidéos qu'on avait fait à l'époque sur la chaîne, que je republie à la fois pour celles et ceux qui sont nostalgiques et qui n'ont pas envie de s'embêter à aller farfouiller dans les tréfonds de la chaîne, et puis surtout toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, notamment ces dernières sont désormais sous-titrées dans plein de langues différentes, elles sont doublées en anglais, donc ça permet d'avoir accès à un public un petit peu plus large et qui sait de faire profiter la Roadsters TV au plus de monde possible. Eh bien nous allons donc attaquer avec une première question que j'adore. J'adore cette question de la part de Romano Grui qui nous dit Hayabusa ou ZZR 1400? La meilleure question pour commencer, pourquoi? Eh bien parce que ce sont deux machines absolument exceptionnelles. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis sans langue de bois, entre les deux missiles sol-sol les plus exceptionnels, mais aussi les plus imposants que la Terre n'ait jamais portés. Oui, beaucoup de superlatifs sur ces deux machines, mais que voulez-vous, elles sont aussi exceptionnelles que tous les superlatifs les définissent. Donc, d'un côté, on a cette ZZR 1400 de chez Kawasaki, qui est une moto absolument exceptionnelle, bien évidemment. Et de l'autre, nous avons le Faucon Pèlerin, la Hayabusa. Vous savez que c'est une de mes motos favorites. Et du coup, pour celles et ceux d'entre vous qui se posent encore la question en Big 2025 de rouler dans des sports GT ultimes, mais quelle idée, c'est une espèce en voie de disparition. Croyez-moi que je vous comprends et que je vous soutiens à 100%. Il y a une différence pour moi qui est assez marquée entre une ZZR 1400 et une Hayabusa. Là, je vais vous faire une comparaison entre un modèle qui n'existe plus, n'est plus commercialisé, la ZZR 1400, et la Hayabusa de 3e génération. Pourquoi est-ce que je ne vais pas parler des modèles plus anciens? Parce que, à mon sens, je compare ce qui aujourd'hui se trouve de plus récent, quand on le peut. C'est sûr que la ZZR 1400, on pourrait la remplacer par une H2 SX, mais là, la question qui m'est posée, c'est entre ces deux machines. Et vous allez voir que c'est important parce qu'il y a des différences assez concrètes entre les deux Kawasaki que je m'en vais vous expliquer. Donc, dans un premier temps, la ZZR 1400, c'est une machine qui est exceptionnelle au niveau de son comportement et de son moteur. Le moteur, le 4 cylindres en ligne de 1400 cc sur cette machine est absolument phénoménal. On est sur une moto qui, je vais quand même repasser les caractéristiques, si on les a ici, mais normalement on les a. On a 158 Nm de couple et 210 chevaux sur cette moto. C'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Cette machine est un véritable missile. Dans sa toute dernière version, la ZZR 1400, c'est une moto qui a un certain nombre d'assistances électroniques qui la rendaient
beaucoup plus moderne que la Hayabusa de deuxième génération. On a du contrôle de traction, on avait des choses qui étaient déjà en place d'ailleurs depuis un certain temps, et c'est une moto qui est très très chouette. Par contre, à la différence de la Hayabusa, c'est une moto qui va se vouloir être un petit peu plus GT que sport GT, d'accord? C'est une moto qui va avoir une position de conduite un petit peu plus confortable, avec des demi-guidons un petit peu plus relevés, avec une moto qui s'emmène un tout petit peu moins facilement. La Hayabusa, si on est dans la dénomination sport GT, on est plus dans le sport GT. La ZZR 1400, on est plus dans le sport GT, si vous voulez un petit peu la différence entre les deux. Ce sont deux bécanes qui sont absolument exceptionnelles, que ce soit la Hayabusa, que ce soit la ZZR 1400, mais en fait, ça va vraiment se définir par quelle orientation vous voulez donner. Et surtout, quelque chose qui est très important, une Hayabusa 3e génération, si vous l'achetez aujourd'hui, vous êtes au minimum en norme Euro 4. Dans le cas plus récent, Euro 5+. Et Euro 5+, vous avez un moteur qui est forcément un petit peu plus étouffé. Un moteur qui souvent doit aller chercher son couple un petit peu plus haut, qui doit... ça se libère pas autant qu'une ZZR 1400. ZZR 1400, c'est norme Euro 3, donc forcément, vous allez avoir une machine qui est plus réactive, plus instantanée au niveau de la poignée. Alors bien sûr, la Hayabusa avec ses 190 chevaux et ses 150 Nm de couple reste quand même une catapulte qu'aucune hypersport n'est capable d'aller chercher sur les premiers 80-100 km/h en termes de sensation d'accélération. Mais néanmoins, si vous voulez trouver vraiment la machine qui soit la plus adaptée, d'un côté, on va dire que la Hayabusa va avoir un aspect un peu plus sportif, même si c'est pas hyper sportif, mais un peu plus sportif. Et si vous voulez une ZZR 1400, là, on sera sur quelque chose qui sera, je dirais, un petit peu plus sénatorial. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais les définir. J'espère en tout cas que ça a répondu à notre cher ami. Prochaine question de la part de BBZ Biker qui nous dit « Après la ZX-10R, chez Kawa, penses-tu que les Japonais vont revoir leur grille tarifaire sur 2026-2027 » Question ultra pertinente, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais nos chers amis de chez Kawasaki ont annoncé une nouvelle ZX-10R, nouvelle hyper sportive, dont on a des évolutions, c'est-à-dire qu'on va avoir un changement esthétique avec des ailerons, on a un nouvel écran, on a une partie cycle qui évolue aussi, et on a un prix qui baisse. On a un prix qui baisse. Et oui, le prix de la ZX-10R 2026 passe à 19 000 €. La machine perd 2 000 €. Et ça, en fait, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu t'excites un peu trop, voilà. » En fait, non, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que jamais on a vu une hypersport, qui est par définition le fleuron d'un constructeur, la machine qui cristallise tout son savoir-faire en termes de puissance, de performance, de technologie, de châssis, etc., etc. Vous me suivez? Baisser de prix. Ça ne baisse pas. Une hypersport, ça ne fait qu'augmenter. Sauf conjecture énorme, catastrophe chez le constructeur, mais ce n'est pas le cas chez Kawasaki actuellement. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, elle est assez simple, c'est pour venir contrer les copains qui arrivent à toute vitesse de chez CF Moto, avec notamment la V4 SR double R qui a des arguments qui semblent extrêmement convaincants. On est sur une hyper sportive avec un V4 de 210 chevaux, 114 Nm de couple, donc on vient jouer dans la cour des grands, avec une partie cycle qui a l'air absolument incroyable, avec une aérodynamique adaptative qui est capable en fait de changer sur les phases de pilotage, donc quelque chose qui va être extrêmement énervé. Et donc effectivement, Kawasaki, ils ont fait ça pour venir un peu lutter contre la Chine. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que les autres japonais, ici par exemple, vous avez les autres japonais, par exemple, avec la nouvelle GSX-R 1000R, nouvelle, bon, le modèle de 2017 qui est ressorti, on pourrait bien évidemment citer aussi la CBR 1000 RR ou encore chez BM et Ducati, les S1000 RR et Panigale qui sont aussi dans la course. Est-ce que les autres constructeurs vont adapter leur prix en fonction ? En ce qui concerne la GSX-R 1000R, on commence à avoir des indices avec notamment le site italien de Suzuki où on semble avoir déjà le prix de la GSX-R 1000 qui serait à 20 490 € avec la TVA inclus. Alors, 20 490 €, si on se dit que le prix va être à peu près similaire en France, ce n'est pas nécessairement hors de prix. On voit des machines hypersport commencer à 22-23 000 €, mais c'est très cher pour ce que c'est. Ça, pour moi, ça l'est. Pour une machine qui accuse
8 ans de retard en termes de développement, c'est le modèle de 2017 revisité. Je pense que c'est compliqué. La machine va faire 195 chevaux, elle est très en retard par rapport à toutes les autres. La technologie est très datée. Ça peut être une moto exceptionnelle, mais on ne mesure pas juste le prix d'une machine au fait qu'elle soit exceptionnelle. Il faut quand même que les specs soient en rapport. Je pense que les prix des constructeurs vont s'aligner en fonction du succès de CF sur le terrain de l'hypersportivité. Si CF sont capables de vraiment aller taper très fort, et je vous le dis, à mon avis, il y a très très peu de chances pour que la V4 SR ne soit pas une machine très placée en termes de prix. À mon avis, ça va être une moto ultra placée. S'ils la mettent en dessous de 18 000 euros, je ne vois aucun monde dans lequel cette machine ne sera pas vendue comme des petits pains. S'ils ont l'approvisionnement, s'ils ont ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, on se parle quand même d'un monde où on serait en train d'hésiter entre une Panigale V2S qui fait 120 chevaux à 18 500, 19 000 balles et une Hypersport de 210 chevaux à 18 000 euros. Bon, bref, vous aurez suivi. Donc, on verra. Ça va dépendre du succès de la machine. J'espère juste que si la moto a beaucoup de succès, il ne sera pas trop tard pour réagir. Il semblerait que nos amis chez Kawasaki aient déjà pris les devants pour essayer de faire un peu la concurrence à CF en anticipant. J'espère que ce sera bien vu parce que cette machine, à mon avis, risque un peu de rebattre les cartes et c'est la raison pour laquelle je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est une machine très importante dans la stratégie de CF. Prochaine et avant-dernière question, aujourd'hui c'est une FAQ un peu plus courte de la part de Tutur Pete qui nous dit « Hello ». Hello. J'aurais aimé avoir ton avis sur la ZX4 RR, surtout sur route. Alors la ZX4 RR, c'est très intéressant puisque c'est la sportive un petit peu mini de la part de Kawasaki, mais une vraie sportive. Attention, là, on est sur une vraie machine avec des demi-guidons très bas, avec un comportement d'ailleurs qui est assez exceptionnel pour une machine de 7 cylindrées. Elle fait 77 chevaux pour 400 cc dans un 4 cylindres qui se veut ultra rageur, qui va chercher dans les tours 15 000 tours minute. Donc c'est une machine qui est effectivement très intéressante à ce point de vue-là. Et je suis dans l'obligation de vous dire que pour la route, je pense pas vraiment que cette moto soit extrêmement adaptée. Et je m'explique pourquoi. La ZX4 RR, de par sa nature de pistarde, c'est une véritable pistarde cette machine, elle va avoir des contraintes qui sont évidentes par rapport à un usage sur route. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, toute la communication concernant le trailer ne visait uniquement qu'à parler de la piste et du circuit. Ici, vous voyez qu'au niveau de la position, c'est une machine qui a des demi-guidons qui sont très bas hein, au niveau du T de fourche. Hein, c'est une moto, on est campé vers l'avant, elle est radicale. Et puis, ce n'est pas que ça. Quand on va regarder un petit peu les caractéristiques de la moto, vous voyez qu'on atteint les 77 chevaux à 14 500 tours minute et 39 Nm de couple, ce qui n'est pas déjà énorme, mais qui sont atteints à 13 000 tours minute. Donc, résultat des courses, on se traîne avec cette moto. On se traîne. Pas parce qu'elle ne va pas vite, elle peut aller vite, mais on se traîne sur la route parce qu'il faut la cravacher. Et ça veut dire qu'en fait, vous n'allez, après c'est les goûts et les couleurs, mais selon moi, prendre aucun plaisir avec cette machine tant que vous n'êtes pas à 10, 11, 12 000 tours minute. Et pourquoi ? Tout simplement parce que on est sur une moto qui est très peu expressive en bas. Et d'autant plus qu'elle a une cylindrée qui est très petite. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des régimes complètement fous. Et donc, c'est une moto qui, à mon sens, n'est pas adaptée à la route. Si je dois vous donner vraiment ma vision des choses, alors oui, il y a bien évidemment plein de gens, ou un certain nombre de gens, qui vont rouler en ZX4 RR au quotidien. Grand bien leur en face, et je pense qu'ils peuvent trouver du plaisir là-dedans. Mais si on doit me poser la question aujourd'hui de est-ce que cette machine, elle est adaptée pour la route, je répondrais que non. Je pense que vous serez mieux sur une Z650, je pense que vous serez peut-être même mieux sur une ZX6R qui aura un petit peu plus de cylindrée, mais les sportifs comme ça, ultra pointus, type CBR 600RR et compagnie, ce sont des machines pour moi qui s'accommodent mal d'un usage route. On trouve plus son plaisir soit dans des variantes bicylindres qui vont pas forcément avoir autant de puissance, type CBR 500R, etc., qui sont des motos un petit peu plus à consonance sport GT. Et si on monte dans les cylindrés, dans ce cas de figure, peut-être plutôt
Panigale V2, Yamaha R9, 990 RCR, etc., etc., puisque ce sont des motos qui vont avoir un peu plus de couple immédiat. Maintenant, bien évidemment, chacun trouve son plaisir là où il veut, mais moi, si je devais donner mon opinion, je trouve que cette machine n'est pas forcément adaptée pour la route. Voilà un petit peu pour mon opinion. La dernière question de la part de Olivier Évrard de 186. Tu as vu la rumeur du possible rachat de KTM par CF Moto. Alors effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu en train d'être discutées, qui mériteraient qu'on s'arrête un petit peu dessus, puisque a priori, CF Moto serait un peu intéressé pour racheter KTM en MotoGP. Attention, c'est pas un rachat complet de la marque, tout du moins pour le moment, rien n'est dit à ce niveau-là. Et sur Paddock GP, par exemple, qui est un site extrêmement intéressant si vous vous intéressez à la compétition, il y a beaucoup d'informations qui sont relayées. Et ils nous disent donc qu'après avoir raflé le titre Moto3 2024 avec David Alonso, je reviens ici, et l'équipe Aspar sur les RC4, KTM, le géant chinois CF Moto, passe à l'attaque. Il veut s'approprier le projet MotoGP de KTM pour s'affirmer dans la catégorie Rennes dès 2026. Après 11 mois de galère pour Mathieu Goffen, voilà la solution qui émerge. CF Moto, blason à l'ascension fulgurante, prêt à injecter du cash dans le programme Orange. Et donc, Bajaj, vous le savez, qui est donc l'un des acteurs qui ont sauvé littéralement KTM de cette énorme crise qu'ils ont vue, veut tailler 50% des coûts, impactant ainsi les 60 millions d'euros annuels en sport moto. Les Chinois rêvent grand, devenir le premier fabricant chinois en MotoGP avec les places factory de Pedro Acosta et Brad Binder. KTM reste au bord du gouffre, insolvabilité cet hiver, dette abyssale et un nouveau taulier Bajaj qui scrute les 3400 employés restants. Le boss, Rajiv Bajaj, a déjà tranché, coupe massive partout, y compris les 40 pilotes usines en MotoGP, Moto2, Moto3, MX, Enduro, Dakar. Et donc, effectivement, il est vrai que cette crise économique chez KTM, certains l'ont vu comme une passade, quelque chose qui, une fois que c'est remis sur les rails, tout ira bien. Non, personne ne sauve une marque, n'apporte son soutien sans vouloir un retour. Et Bajaj, c'est un géant en Inde, c'est un des plus grands géants en termes de moto en Inde, et forcément, s'ils ont mis du capital dans KTM, il va falloir trouver des solutions pour rendre la marque solvable, rentable, et couper dans la compétition me semble être quelque chose qui est extrêmement plausible. Puisque, en fait, ils vont considérer, vous savez, les Indiens n'ont pas la même philosophie, et les Chinois aussi, dans la première partie émergente, ils n'ont pas cette philosophie de dire il faut placer une marque en compétition parce que ça permet en fait de faire de la projection. Non, ils font surtout beaucoup de machines de route que les gens achètent. Ils ont des marchés locaux qui sont gigantesques. Et donc, ils n'ont pas besoin d'aller séduire les gens par de la compétition, d'autant plus que culturellement parlant, c'est différent. Ils ont des marchés qui sont tellement grands, avec des centaines et des centaines de millions de clients potentiels, qu'en fait, ils font juste des machines qui sont vendues, des motos de série qui sont vendues. Et c'est vrai que ce positionnement de CF sur la partie compétition, elle vient trahir une évolution de la marque qui s'européanise un peu, se japonise un peu, et du coup rentre dans cette catégorie un petit peu plus premium de constructeurs, parce que effectivement ça permet de leur donner une enveloppe qui est différente et une crédibilité en Europe, aux États-Unis, au Japon qui est tout à fait différente. Et je pense que le plan effectivement de CF, c'est de prendre cette moto-là, la V4 SR de la mettre en Superbike et de prendre effectivement derrière la partie KTM, donc comme on le voyait tout à l'heure, ici, la partie KTM, et d'aller chercher justement MotoGP avec justement l'équipe autrichienne. Ça me semble être quelque chose d'assez pertinent. Aujourd'hui, rien n'est acté encore, mais vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je ne dis pas la vérité à 100%. Attention, je ne détiens aucune clé et j'ai pas des informations en insider, mais Bajaj n'est pas là pour faire dans la dentelle. Et clairement, la compétition, ça apporte un côté prestigieux à une marque. Ça lui donne, vous savez, une sorte de présence différente. Et c'est ce que CF Moto sont en train d'essayer de faire. Mais la compétition, ça coûte aussi une fortune. La compète, moto, automobile, ce sont des dizaines, des centaines de millions qui sont dépensés. Et donc,
quand vous voulez rendre rentable une marque de moto ou de voiture, la première chose que vous faites, eh ben, c'est tout simplement de couper dans les coûts de la compétition. C'est l'un des postes d'économie les plus rapides que vous puissiez faire. Donc, on va suivre cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez pour? Est-ce que vous seriez contre? Moi, personnellement, vous savez que j'ai pas un affect particulier à la compétition. Ça ne m'a jamais motivé à acheter une machine de savoir que la marque est engagée dans la compète. Après, la compète a aussi un aspect vertueux de développer de la technologie et que cette technologie se retrouve plus tard sur des motos de série. Mais en l'occurrence, là, à l'heure actuelle, si le fait de couper dans la partie compétition permet à KTM de rendre plus sain ses gammes en interne, ses motos vendues, de baisser leur prix et d'avoir enfin finalement des choses qui sont cohérentes avec le marché, avec ce qu'ils proposent, alors dans ce cas de figure, à partir du moment où on va dire les équipes de MotoGP KTM retrouvent des personnes avec qui ils peuvent bosser de façon saine et continuer leur progression, moi je pense que c'est une bonne chose. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et cette FAQ touche à son terme. Finalement, elle n'était pas si courte que ça. On est à 21 minutes. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, les amis. Et en attendant, je vous souhaite encore une fois un excellent réveillon de Noël. Si vous ne fêtez pas Noël, eh bien profitez aussi. Profitez de tout ça. Et on se retrouve très très vite pour la dernière FAQ de l'année. Encore quelques petites vidéos très intéressantes que je vais vous amener bientôt, comme mon top 10 de l'année 2025. Donc, on n'a pas fini. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!